sur justement le calendrier électoral. Est-ce que finalement la loi électorale est mise entre parenthèses ou en est-on avec la préparation et de ces élections municipales et législatives? Elimilo a les textes sous les yeux. Rendu à ce jour, on n'a aucune indication officielle sur la tenue de ces élections locales. Que se passe-t-il? Où en sommes-nous aujourd'hui? Mais il n'y a aucun problème, sauf quelques esprits chagrins qui veulent souvent créer les problèmes partout. La loi dit que, le code électoral dit que le chef de l'État peut proroger le mandat. D'ailleurs, ce n'est pas la loi, c'est l'article 15 de la Constitution. Et l'article prévoit qu'en cas de crise grave, alinéa 4, en cas de crise grave ou lorsque les circonstances exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou abroger son mandat. La démarche préalable, c'est d'interroger le président du Conseil constitutionnel, le président du bureau, le bureau de l'Assemblée et le bureau du Sénat, et de demander à l'Assemblée de voter elle-même. Mais cette consultation suppose que le président qui veut cela va leur donner la durée de la prorogation ou de l'abrogation. Mais là, c'est dans le cas des Ici, élections législatives. c'est pour les élections législatives. Oui. Maintenant, pour les élections municipales, je vais code électoral, voilà, c'est compliqué. Pour les élections municipales, ça peut me déranger. Ah oui, d'accord, j'ai oublié que tu es bilingue. Bon, alors, l'article 170, alinéa 2, dit les choses comme elles doivent être. Le mandat, les conseillers municipaux sont renouvelés intégralement tous les 5 ans à la même date. Alinéa 2. Toutefois, en cas de nécessité, le président de la République peut par décret, ici c'est lui qui décide, là-bas le Parlement décide, proroger ou abroger le mandat des conseillers municipaux pour une durée n'excédant pas 18 mois. Après consultation du gouvernement et du bureau du Sénat. Le président a eu à proroger les mandats déjà. Oui. Premièrement, ça n'a pas fait de problème chaque fois qu'il les a prorogés. Pourquoi maintenant ça fait des problèmes? Deuxièmement, il a prorogé dans les mêmes formes. Pour les conseillers municipaux, il a déjà avancé le mandat de 15 mois. Ça finit le 31 mai 2026. Est-ce qu'on a dit 18 mois en phase? C'est-à-dire qu'on peut d'abord projeter pour 3 mois, on revient pour 10 mois et puis on revient pour 5 mois. C'est ce que la loi dit. Ta question est bonne. La réponse est dans la loi parce que la loi a dit quelque chose. Ouais. Elle a dit pour une durée n'excédant pas. Donc, comme, oui, ça veut dire qu'il peut faire d'abord 2 mois, il peut faire 4 mois, il peut faire 12 mois, ainsi de suite, pourvu que la durée qu'il aura augmenté ou abrogé ou diminué ne dépasse pas 18 mois. Donc le président est dans la loi. Maintenant, ce qui peut déranger les gens, c'est les raisons pour lesquelles. On n'a pas dit dans le texte de nous dire les raisons pour lesquelles il abroge ou il proroge. On lui a laissé... les élections municipales ou bien les... Même les législatives, en cas de crise grave. C'est une raison donc. Non, c'est une raison. C'est la gravité de la crise. Tu veux qu'il y ait débat sur la gravité de la crise. Mais on dit quand même qu'il faut que ce soit en cas de crise grave. On n'a pas dit que ce n'est que ça. Oui, allons-y. On dit lorsque les circonstances l'exigent. Donc il peut ne pas avoir crise, mais les circonstances l'exigent. Par exemple, le président a lancé un chantier de reconstitution des administrations, des départs, de comment on appelle ça? Le découpage administratif. Bon, vous savez que si on crée de nouvelles régions, de départements, il faut donc leur allouer des sièges à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Ou alors il faut les mélanger à d'autres départements, ou bien... Parce que là, on ne voit pas l'urgence de le faire maintenant, à la fin des mandats des députés ou des autres. Pourquoi le faire maintenant? Sauf que c'est lui qui dirige, c'est pas toi.
Donc c'est lui qui voit les urgences. Mais tous les jours, on interroge. Sauf si vous voulez que dans ce pays, comme dans le football, tout le monde est entraîneur, tout le monde sait qui joue bien. Il est de nouveau sur ce plateau. Mais je suis né de nouveau parce que je refuse des débats inutiles. C'est pas utile, puisque si le pose des questions. Le président laisse d'abord que la session arrive. Laisse d'abord que la session arrive. Ensuite, dis-toi que c'est le président, la Constitution dit que c'est lui qui apprécie les circonstances. Comme c'est lui. S'il dit qu'il abroge, dis-toi qu'il proroge, dis-toi simplement que dans sa gouvernance, les circonstances l'ont obligé à le faire. La situation actuelle, c'est donc quoi? Est-ce qu'on est en situation de prorogation? Non, on est dans une situation de fin d'un mandat prorogé. On n'a pas encore prorogé une deuxième fois. Le mandat qui est en cours là avait été prorogé déjà. Sinon, il se serait terminé en 2025. En février 2025. Et pour ces élections, le corps électoral aurait dû être convoqué depuis. Oui, il ne l'est pas parce que, comme il ne l'a pas été, cela suppose que les mécanismes de prorogation ont été déclenchés. Automatiquement. Voilà, c'est ça que nous prorogation doit être... Ensuite, je termine. Oui, allez-y. Je n'aime pas l'hypocrisie. Que les gens sont en train de bénéficier de quelque chose, mais ils font comme si ils ne sont pas. Le problème, c'est eux. Oui, le problème, c'est le bénéficiaire, c'est la population. Non, c'est pas la population. Si vous réduisez le bénéficiaire à celui qui a le mandat, vous avez oublié que c'est les populations qui sont les bénéficiaires. Les populations ne sont pas en train de se plaindre. Qu'est-ce que vous commencez? Ceux qui critiquent, c'est ceux qui sont les bénéficiaires. Les bénéficiaires. Ils sont des députés de l'opposition. Ils se plaignent alors qu'on augmente leur argent. Et ils ne quittent pas. Ils sont toujours là. Ce sont les conseillers municipaux qui se font semblant de se plaindre, ceux de l'opposition. Parce que ceux de Bemougon ne se plaignent pas. Ils sont d'accord qu'on augmente leur durée. Non, ils savent que ça ne peut pas dépasser 18 mois. Mais les nôtres là, qui veulent montrer qu'il y a mauvaise gouvernance, mais ils ne démissionnent jamais. Parce que je suis le seul conseiller municipal au Cameroun qui a refusé la prorogation en 2018. On a prorogé, j'ai dit que je ne vois pas pourquoi on proroge, je quitte. Aujourd'hui, qu'on ne me paye plus les indemnités. Non, je dis oui, mais eux aussi disent qu'ils ne voient pas. Qui quitte aussi alors? Et ils ne quittent pas, moi je ne suis plus là-bas. Et je dis, tant que vous faites comme ça, c'est-à-dire vous critiquez des choses dont vous profitez sans abandonner le profit, vous n'êtes pas crédible. Vous dites à Madame Biwole qu'il fallait rester puisque c'est toi qui en bénéficiais. On allait toujours te payer ton salaire. Non, Madame Biwole a posé un acte qui crédibilise son action, sa posture. Comme la vôtre à une époque. Elle exige que les textes soient respectés. Et elle est crédible demain partout où elle va critiquer ces textes. Mais est-ce que les gens qui sont dans la même position que elle, qui critiquent les textes, mais qui sont restés, est-ce que cette femme qui est comment on appelle la société là, du pétrole, qui n'a pas de décret de nomination, mais qui est directrice de fête, elle va se mettre devant un directeur de ce Cameroun qui a eu son décret et discuter? Le directeur va lui dire que madame, toi tu es à Badan, qui t'a nommé? Si moi j'étais cadre à la SNH, elle ne me donnerait aucun ordre. Je te jure Dieu. J'allais lui dire que madame, allez d'abord chercher votre décret. Quand vous aurez le décret du chef de l'État, qui vous nomme directeur général, administrateur de la SNH, et bien vous allez donner des ordres ici. Valérie Bessala, sur ce débat autour du mandat, la prorogation des députés et de conseillers municipaux, Elie Lobe a lu les textes et il semble dire que c'est un débat inutile. Oui, moi c'est un débat inutile. Moi je suis un opposant. Moi ça me profite que le mec il prenne son temps. Ah bon? Puisque nous avons eu des difficultés à engager les dossiers, du moins ce dossier justement de présence sur le terrain, de constitution de nos listes, ainsi de suite, avec tout le désordre, le brouhaha de la présidentielle.
Donc on savait pertinemment que ça sera difficile parce que même quand il fallait chercher du personnel, que ce soit au-delà de nos partis politiques, de nos militants, qui peut intégrer des listes, tout le monde vous dit attendez d'abord que la présidentielle passe, attendez que ceci. C'était vraiment difficile, il y a ce brouhaha. Vous voyez? Donc pour moi, moi je suis à l'aise, hein. Moi je ne me plains pas sur ce point. Vraiment. Vous êtes à l'aise parce que ce temps... Ça nous donne le temps de mieux nous préparer. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on est donc en adéquation avec les textes? Non, il vient de lire, on a des adéquations avec les textes. Parce que si vous regardez la prorogation, quel est l'acte qui marque une prorogation? Dans l'interprétation du texte, je crois que la Constitution lui a donné, si vous regardez une situation d'urgence ou de ceci, non, on lui a donné l'ouverture au niveau des circonstances. Lorsque les circonstances s'imposent. C'est là l'ouverture, parce que la rédaction ou la légistique administrative a toujours cette nécessité particulière, c'est qu'elle donne des fenêtres à l'exécutif ou à celui qui doit prendre des décisions. C'est là-bas la fenêtre. Ça veut dire que M. Elimi vous l'a dit savamment, qu'effectivement c'est là-bas la petite fenêtre que le président utiliserait pour pouvoir justifier qu'il ne prenne pas, il ne convoque pas le corps électoral maintenant, ou bien qu'il convoque le corps électoral en son temps. Lorsque peut-être il jugera, lui, comment dire, discrétionnairement les circonstances idoines pour le faire. Moi, je crois qu'ici, on devrait plutôt, moi je vais rentrer plutôt dans la logique de la jeunesse, pour dire aux jeunes que nous, on ne veut pas savoir, et je le dis à mes militants tous les jours, nous ne voulons pas savoir ce que Biya et ses amis font du corps électoral, ce qu'ils font du code électoral, ce qu'ils font des lois, et ainsi de suite. Même s'il y aura même si les élections arrivent en 2200, mais en 2200. Pas une élection sans avoir une date précise qui vous permette de mieux organiser votre préparation. Vous êtes en train de vous préparer pour une élection qui n'a pas une date. Comment vous faites pour avoir les outils et la mobilisation nécessaires et les moyens nécessaires? Même si les élections arrivent en 2300 de notre ère, nous irons aux élections. Nous irons aux élections et nous allons faire le résultat qui devra être le nôtre et qui reflètera le travail qu'on aura fait sur le terrain. Donc nous, on n'a pas la pression. Vraiment, les débats sur pourquoi ils ne convoquent pas, pourquoi ils convoquent, le seul débat sur lequel nous nous sommes assis, c'est celui justement de l'obtention des pièces exigées par la loi, qui dépendent généralement aussi, c'est-à-dire cette obtention qui dépend généralement aussi de ceux qui tiennent le pouvoir. Parce que c'est là-bas mon vrai problème, hein. Parce que mes gars et moi, on travaille sur le terrain et moi, je leur ai dit, arrangez-vous à avoir les pièces essentielles. C'est vrai que là, vous avez évoqué la notion de date, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas une date précise? C'est vrai, ça nous dérange. Mais nous, on joue aussi d'intelligence parce qu'on sait que l'opposition est le parent pauvre des élections, généralement. Parce que le maire que vous devez remplacer, contre qui vous formez une liste dans l'opposition, c'est lui qui doit encore vous signer l'extrait d'acte de naissance. Vous voyez? Le sous-préfet, à qui à l'administration, c'est lui qui doit contre laquelle vous devez absolument, c'est lui qui doit vous signer le certificat de domicile ou de résidence. Vous voyez, c'est ça le véritable problème des incongruités du code électoral. Vous voyez? Alors nous, on s'est dit, mieux on commence cette affaire-là en nous disant, moi j'ai dit à mes gars, vous renouvelez ces actes-là au moins tous les 2 mois. Tous les 1 mois, tous les 1 mois, tous les 1 mois. Ça coûte 1500. Demandez votre extrait de casier judiciaire au mois de février. Vous demandez en mars parce que la validité c'est 3 mois. Ça veut dire que le jour où Paul Biya va convoquer son corps électoral, comme ces gens-là certainement, on n'aura pas la pression du sous-préfet qui a fui son bureau ou du maire qui a fui son bureau parce qu'il ne veut pas signer ses actes. C'est bien. J'ajoute, c'est pas ce que Valère dit. Valère dit, c'est une opportunité. Aux élections. Oui, j'ai compris. Laisse-moi finir mon propos. Vous ne serez jamais prêt. Non. Il faut dire merci au président Biya. Non. Le président Biya n'est pas président aujourd'hui. Dites-lui merci. J'ai été élu pour la première fois en 2007. En 2013, il a prorogé. J'ai été réélu. En 2018, il a prorogé. C'est pour ça que les élections se sont tenues en 2020. Donc, il ne faut pas aussi que les gens nous comportions comme si nous ne savons pas qui nous avons. Nous avons un chef qui fait ces choses-là. Et ce que Valère Bessal a dit, c'est aussi que nous savons aussi les difficultés auxquelles nos adversaires nous contraignent, utilisant abusivement les positions de pouvoir pour nous perturber. Quand on va décider, quand on va convoquer le corps électoral, on aura 15 jours pour déposer les dossiers.
c'est 15 jours pour que chacun aille dans sa ville, dans sa commune de résidence, n'est-ce pas, de naissance, pour faire le casier judiciaire. Arrivé là-bas, le casier judiciaire pendant cette période est gratuit. Il est dispensé de droits de timbre. Mais on ne va pas trouver que l'administration a préparé les fonctionnaires à délivrer les pièces gratuitement. On leur demande de le faire maintenant. Nous avons un autre gros souci qui est ici, dans la déclaration de candidature. Dans la déclaration de candidature des conseils municipaux comme pour les députés, l'article 165 dit que la déclaration de candidature est accompagnée pour chaque candidat titulaire ou suppléant des pièces suivantes, extrait de naissance, etc. Atteste certificat d'imposition ou de non-imposition. Qui n'existe plus. Bon, non, qui t'a dit qu'il n'existe Pour plus? le certificat... Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? existe encore. Tu as vu une loi qui a abrogé ça? Je vais sur la loi, peut-être, mais au niveau de la Constitution, je veux dire... Mais Jean-Jacques, tu es maintenant partisan du désordre? J'ai organisé une émission dessus. J'ai organisé une Et on t'a dit à l'émission pour que quoi? savoir que cette pièce le qui est demandée par le code électoral n'existe plus au niveau de l'administration fiscale. Est-ce que son équivalent est l'attestation de conformité fiscale qui l'a remplacé? Ils me laissent répondre? Oui, répondez donc. Mais on voit que ils ont le droit de fabriquer une pièce. Vous comprenez pourquoi on a fait la réflexion? Non, il n'y a pas de réflexion à faire. Le ministre des Finances, ce n'est pas lui le législateur. Il doit s'organiser pour que son administration délivre un certificat d'imposition ou de non-imposition. Ou alors, il saisit le chef de l'État qui fait les projets de loi pour qu'on modifie ici et qu'on mette ici attestation de conformité fiscale. Mais on ne peut pas être... Tout un parti politique pour porter la question au Conseil constitutionnel. Oui. Vous vous informez, le FDC oui. a posé la question au Conseil constitutionnel qui a dit qu'il n'avait pas compétence à tabler sur la question. Mais bien sûr, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent. D'accord. Le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour dire que la pièce, ce n'est pas la Constitution qui a parlé. C'est une loi. Ce qui se passe, c'est que les gens aiment les positions où ils peuvent abuser du pouvoir sous prétexte qu'ils rendent des services à leur camp. Cette pièce... La parole est celle de Valère Bessala. Oui. Ce n'est pas là-bas le cette pièce, nous voulons cette pièce. D'accord, on est compris. Voilà. Et on ne veut pas les attestations de conformité. On veut la pièce qu'on appelle certificat. Et je demande ici solennellement et maintenant, monsieur le ministre Moutazé, ce n'est pas toi le législateur. Il n'a pas dit que le fabrique la pièce si tu nous donnes. Mais l'administration fiscale n'est plus là. Non, l'administration fiscale ne légifère pas. Non. Elle ne légifère pas. On est d'accord. Voilà. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Alors, je disais donc le à la question du ministre des Finances. Le ministre des Finances, c'est la parole de Valère Bessala. Vous avez réagi sur cette question-là. Valère Bessala va d'abord chuter sur les questions de prorogation ou pas. Quelle est la situation actuelle du député camerounais? Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de dire à la jeunesse que tout ce qui se passe actuellement au Cameroun relève de l'ordre de la distraction. C'est-à-dire qu'on a rendu le calendrier électoral élastique et qui est devenu pratiquement un vaudou. Vous l'avez dit tout à l'heure, personne ne sait en fait quand est-ce que l'élection se tiendra. Vous voyez, le président rallonge, il prorogue quand il veut, comme il veut, ainsi de suite. Donc, ça ne nous intéresse pas. Donc, la jeunesse ne considère pas ça comme un élément d'irriment à notre combat politique. Un. De deux, le Saint-Père arrive autour du 15 ou du 16 avril. On va aller, les gens vont aller danser, sortir dans les rues, on va se moustiller partout. Ça ne nous intéresse pas, chers jeunes. Je suis en train de dire, ça ne nous intéresse pas. Le Saint-Père vient plutôt puiser dans les caisses de notre pays parce que nous l'accueillons. On va faire des bons mets pour lui, on va mettre le carburant, c'est les impôts camerounais qui vont mettre le carburant dans sa papa mobile, dans son avion et tout. Il va aller partout. Ça ne nous intéresse pas, c'est de la distraction. Vous comprenez? Comme ils savent donc qu'ils ne tiennent pas le bon bout politique depuis octobre dernier, ils sont en train de l'éviter là, de chercher par où ils vont sortir politiquement parce qu'ils savent que les élections locales vont se jouer sur le terrain. Moi j'ai dit non, je ne sais si, faites un impasse sur les distractions. Je répète, même si l'élection aura lieu en 2050, j'ai même réduit les dates parce que j'ai d'abord dit 2100. Nous irons aux élections. L'essentiel est que, plus ils prennent du temps,
mieux nous nous arrangeons à fourbir le mieux nos armes. C'est ça le plus important. Donc, ce que l'adversaire pense être comme un avantage pour lui en gagnant du temps, doit être pour nous, c'est Sun Tzu, un avantage pour nous à nous préparer. C'est ça que je dis à la jeunesse. Donc, quel que soit le cas, investissez les partis politiques. Inscrivez-vous sur les listes électorales pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Investissez les listes électorales pour être candidat, conseiller aux élections locales, député, ainsi de suite, dans toutes les circonscriptions. Pour le cas du parti Jouvence, mon stylo est suspendu. J'ai dit aux jeunes, mon stylo est suspendu. Vous commencez à monter vos dossiers, je suis là pour signer et personne n'influencera vos candidatures. Quelle que soit la date de l'élection, nous irons aux élections. Professeur, sur cette question-là, de prorogation ou pas, on voit que les candidats ils ne sont pas jeûnés, ça leur donne un peu plus de temps pour mieux préparer ces élections-là, mais il y a quand même cette opacité. Le Camerounais ordinaire est un peu perdu quant à la gestion du calendrier électoral. Il n'y a aucune opacité. Il y a le droit qui existe, il y a les règles qui existent qui permettent de proroger ou d'abréger les mandats. Il y a également les rapports de force qui sont liés au pouvoir. Il y a les projections stratégiques que les uns et les autres font. Et l'expérience politique, c'est de se nourrir du fait que dans les règles du jeu politique, il y a des règles instituées, il y a des règles conventionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où dans la pratique, on a déjà eu des situations de prorogation, le politicien conséquent et compétent intègre ça. Et il joue de cela et il joue des contraintes que ça crée pour affiner ses stratégies, tout simplement. On lui demande un peu trop, non? Pardon? On lui demande beaucoup. Mais, la politique se fait en situation réelle. Donc, sur le terrain, que M. Limbi ou que M. Bessala le veuille ou pas, ils sont obligés d'intégrer le contexte d'action. Et qu'est-ce qui est si difficile au Cameroun de savoir que nous avons un calendrier électoral, on a des dates proposées, on a des délais qui sont proposés, mais à la dernière minute, on apprend dans un discours, par exemple, du chef de l'État, pas de façon formelle, que ce calendrier pourrait être réajusté. Oui, mais on est encore dans ce pourrait être réajusté, c'est-à-dire que rien n'est déterminé. Le réajustement est prévu dans les textes. On ne réajuste pas comme ça, c'est écrit. Donc ça veut dire que quand on analyse... On aurait déjà eu la convocation électorale. Je dis... On ne l'a pas eu. Je dis, pour l'instant, dans les conditions actuelles, il n'y a aucune violation de la légalité. Peut-être que les choses peuvent évoluer par la suite. Mais pour l'instant, on est parfaitement dans la légalité. Mais le politicien qui se positionne doit prendre en compte à la fois les règles juridiques instituées, formalisées, et les règles conventionnelles qui résultent de la pratique, même de la pratique des textes. Comme il y a donc déjà eu des prorogations, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'a jamais eu lieu. Donc vous prenez ça en compte. C'est ce qui les oblige, M. Bessala l'a dit, à faire refaire un certain nombre de fois les pièces pour être sûr que quel que soit le moment où on va convoquer les élections, que ces pièces-là, il les ait pour ne pas subir des abus. Madame Abega, sur cette question, on a lu ce que prévoit les textes relativement la Constitution voilà, et le code électoral. Monsieur Biya est dans son bon droit, mais les hommes politiques de terrain s'interrogent quand même. Pour aller à une bataille, il faut se préparer conséquemment en fonction des éléments qu'on a. Et ces éléments-là, on ne les a pas. En fait, lorsqu'on est homme politique, on devrait aussi maîtriser ce que disent la Constitution et le code électoral. Et se rendre compte que jusque-là, le président de la République a agi selon la loi. Il n'a rien inventé. A-t-il agi? On l'a écouté dans un discours. Dit que le programme, d'ailleurs, ce programme pourrait être revu. Lui, il a dit que le programme pourrait être revu, mais il n'est pas revu. Abel a lu les dispositions de la loi. Ce que nous attendons maintenant, pour ce qui concerne les conseillers municipaux, c'est un décret qui proroge à nouveau
le mandat des conseillers. conseillers municipaux. C'est ce qui manque. Mais pour le reste, l'Assemblée va voter Alors, sa loi. c'est ce qui pour manque. le reste, On retient que c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Et on attend le jour que ce décret-là sera rendu public. C'est ce qui manque. Ça peut être cette année ou l'année prochaine, J'ai dit bien, c'est ça? c'est ce qui manque. Puisque la loi lui confère la latitude de proroger le mandat des conseillers municipaux de 18 mois. Et ce mandat, Abel l'a dit, se termine au mois de mai. Au cas où il ne proroge pas, dans la norme des choses, le corps électoral devrait être convoqué au plus tard le 11 avril. Je crois que c'est ce qui est prévu, si on respecte le timing. Maintenant, en tant qu'homme politique, nous devons lire les textes. Nous ne devons pas nous mettre dans la position de l'homme de la rue ou bien du profane qui ne maîtrise pas les textes, parce qu'on sous-entend qu'en tant qu'homme politique, nous devenons aussi les éducateurs en matière politique auprès de ceux qui nous suivent ou bien de ceux qui nous côtoient, parce qu'il ne faudrait pas être en face de quelqu'un qui vous pose la question de savoir pourquoi les conseillers municipaux sont toujours là alors que leur mandat est terminé depuis 2025 sans pouvoir répondre, ou alors aller lui dire que c'est parce que M. Biya veut les maintenir là. Non, pour le moment, nous sommes dans la légalité. Maintenant, en ce qui concerne les députés, il a aussi lu le texte qui demande qui donne la latitude aux députés eux-mêmes de décider de leur sort. Mais il faudrait donc, en décidant de leur sort, ce que je peux dire, peut-être il y a un vide juridique quelque part, parce qu'on ne nous dit pas, le texte leur dit de décider de maximum combien de mois est-ce qu'ils devraient être là. Et il y a aussi un autre enjeu qui pourrait survenir. Est-ce que les élections seront toujours couplées ou alors c'est les élections municipales qui passeront avant, et comme les députés vont décider de leur sort, ils peuvent décider que nous allons encore rester là pendant 1 an, 2 ans, on ne sait pas. Parce que c'est là où il y a ambiguïté dans mon esprit. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. Mais de manière générale, pour le moment, chacun a le temps de se préparer en conséquence. La prorogation du mandat donne la latitude à ceux qui n'étaient pas prêts de réajuster leurs dispositions. Et ceux qui sont déjà aux affaires d'améliorer leur bilan. Voilà, c'est autant de choses. Chacun tire le bénéfice de son côté. Mais être aux affaires ne signifie pas que tu n'as pas de compte à rendre, ou alors ne signifie pas que tu dois être ignorant de la loi. Parce que c'est ça, parce que Abel disait tantôt que ceux qui sont aux affaires, ce sont eux qui critiquent la prorogation, ce qui n'est pas conforme à leur statut. Parce que si vous êtes aux affaires, vous critiquez la prorogation. Si vous critiquez la prorogation, mais vous êtes toujours aux affaires en bénéficiant des avantages des affaires, ça veut dire que c'est incompatible avec votre position. Donc, par conséquent, vous devez déposer le tablier. Donc que tout le monde, que personne ne se plaigne. La semaine prochaine, il ne se plaint même pas. Une vague. Quand tu vois lui, tu es en train de se plaindre qu'on lui a ajouté plusieurs mois de salaire. Non, mais si on résume cela en mois de salaire, il y a quand même un problème. Un problème de fond. Il faut interroger ces textes-là. Est-ce qu'il faut revoir ces textes qui laissent tu sais, quand tu vas arriver un ensemble au pouvoir, d'ambiguïté? quand tu vas arriver au pouvoir, il faut dire que quand il y a prorogation, on cesse de payer les salaires. Tu verras combien de personnes vont accepter la prorogation. D'accord. Sur cette question, Fadimatou, on dit qu'il y en a qui sont fiers. Je me rends compte que même au niveau de l'opposition, on est également fiers de ce report-là. Mais il est à noter que plusieurs ambiguïtés aujourd'hui perturbent un peu la compréhension du calendrier électoral, au point où on a cru, même si les textes le disent, que tout le calendrier est dans la poche du monsieur le président de la République. L'audit, comme vous le dites, c'est faire dans la mauvaise foi. C'est qu'une interrogation. C'est comme vous le dites, que ce serait dans la poche du président. Mais on lui dit 15 mois et il choisit de faire d'abord 10. Après, il va faire 5. C'est dans sa poche finalement. Non. En fonction de ses enjeux. Un homme politique sérieux maîtrise le calendrier. Ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas le calendrier électoral, ils font dans la mauvaise foi, soit ils sont des... Non, les prorogations sont des exceptions. Permettez. Le calendrier, c'est autre chose. Permettez. Oui. La prorogation rentre dans le calendrier. Non. Et il y a aussi l'habitude. Non, si. Si on donne la marge de manœuvre, ça veut dire que c'est un levier de pouvoir qu'il peut utiliser. Mais le calendrier, c'est autre chose. On dit que 5 ans, c'est fini. Allez-y, madame. La norme, c'est 5 ans. Voilà. Mais, et quand on vient dans le mai, il peut.
faire ci, peut faire ça. Ça rentre dans le cadrage légal. Mais on enchaîne les Et maires au Cameroun. à partir du moment où vous le savez en tant qu'homme politique, le mandat a été prorogé jusqu'en mai. Si rendu à la date où il était supposé, parce qu'il y a un cadrage, le corps électoral doit être convoqué à instant avant la fin du mandat. Ouais. Ça veut dire que vous, en tant qu'homme politique, lorsque c'est dépassé, c'est instant, le corps électoral n'est pas convoqué, forcément vous savez qu'il y aura prorogation et vous vous en tenez. Vous savez qu'à partir de tel moment, il ne peut plus. Même quand on parle de 18 mois, il ne va pas attendre la fin de 18 mois. La prorogation Il ne va pas attendre. formelle. Il ne C'est va un pas. acte qui proroge. Il ne va Ce pas n'est pas attendre. la pensée, c'est un acte qui proroge, Madame Fadjimatou. Je veux qu'on soit d'accord là-dessus. Moi, en tant qu'homme politique ou femme politique, je calcule. Et même nous, au RDPC, nous le faisons. Ça veut dire quoi? On dit que le maximum, c'est 18 mois. Si le président a prorogé jusqu'à... D'abord. S'il a prorogé jusqu'à 15 mois ou bien 18 mois, nous savons que il y a un temps requis pour la fin de ce mandat avant d'arriver pour la convocation. Si pas au-delà, si peut-être c'est 90 jours plus 2, c'est illégal. Et vous, en tant qu'homme politique, vous savez qu'au plus tard, telle date, il y aura convocation du corps électoral et la date probable de tenue de l'élection, c'est telle date. Donc, il y a une marge minimale et une marge maximale. Donc, un homme politique qui est sérieux, qui sait ce qu'il veut, pas ceux qui ont leur parti politique dans les sacs et cherchent toujours à faire les problèmes partout et faire des bruits partout pour dire que non, on n'est pas allé aux élections parce que le président... Non, 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 non. On a parlé des maires qui seraient des obstacles à la délivrance d'un papier, l'extrait d'acte de naissance. Mais dites-vous que tous les mairies ne sont pas du RDPC. Chez moi, je vais aller voir le maire de l'UDC pour qu'il me signe l'extrait. Et les maires doivent intégrer justement qu'ils sont là. C'est le service public. Ils ne sont pas là pour servir leurs camarades. C'est la nuance, c'est le malheur que certains font au point d'amener les maires à penser qu'ils sont foncièrement maires du RDPC ou maires de tel parti. Ils sont les maires au même titre que les députés de la nation. Ils sont maires. Parce qu'il y en a qui vont commencer à faire des voyages, ils vont disparaître, ils sont là responsables des services publics. Maintenant, quand M. Elibi Lob sur son article 65, il parle de certificat d'imposition ou de non-imposition. Lorsque nous prenons la réforme fiscale récente, elle est postérieure au code électoral. On ne peut pas dire qu'on a fait ça exprès pour mettre les gens en difficulté. Ce qui serait important, et nous pensons que c'est possible, on peut rectifier. On peut voter une loi rectificative pour dire que non, ce test qui n'existe plus serait remplacé par tel autre document. Ce serait simple. Dans le débat sur la prorogation, ou bien l'abréviation, l'abrogation des mandats des élus, sincèrement, pour moi, c'est la distraction parce que ceux qui alimentent cette distraction, quand il fallait voter pour eux là-bas à l'Assemblée nationale, vous ne voyez plus l'opposition, vous ne voyez plus le parti au pouvoir, tout le monde s'était. Mais quand il faut faire les bruits sur en l'état actuel des choses, donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? La session parlementaire s'ouvre dans 48 heures. Qu'est-ce qu'il faut? Comment est-ce qu'on doit se préparer? On doit s'attendre à quoi pour ceux qui veulent aller aux législatives et aux municipales? Ceux qui veulent aller aux législatives et aux municipales doivent, premièrement, pour ceux qui veulent aller aux municipales, savoir quels sont les rôles des conseillers municipaux. On en a encore au rôle? Ah oui! Je te jure que quand je suis devenu conseiller municipal pour la première fois, c'était en 2007. On n'avait pas encore le code général. On avait les lois fixant les règles applicables aux communes, les lois fixant les règles applicables aux régions. On avait, le code électoral n'était pas encore là.
D'ailleurs, je vais te montrer ça tout de suite, tu vas voir. Les lois qu'on avait, elles existaient. Oui. Elles sont là. La Bible seule ne suffit pas. Non, pas du tout. Il faut toujours voir. Voilà, voici ça ici. Voilà comment les choses étaient. Il y avait la loi fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux, à part. Il y avait la loi fixant l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Puis il y avait la loi fixant les conditions à la présidence de la République. C'est toutes ces trois lois-là qu'on a mélangées pour donner en 2012 le code électoral. Oui. Bon. Quand je suis devenu député pour la première fois, je suis arrivé au conseil municipal. Autant pour moi. Au conseil municipal. Je t'assure, j'ai trouvé que les gens étaient conseillers municipaux. Ils ne connaissaient rien de cette loi-ci, fixant les règles applicables aux communes. Ils fonctionnaient comme ça. Ils étaient entre eux, RDPC, et personne ne... C'est-à-dire qu'ils voulaient voter. D'ailleurs, ils votaient des votes par unanimité, à l'unanimité. On disait, la raison, madame le maire, c'est bon, voter à l'unanimité. Est-ce que tu sais que le vote à l'unanimité est interdit? Par acclamation, pas l'unanimité. Ça n'existe pas. Vous lisez le Code général des collectivités et avant la loi fixant les règles applicables aux communes, le vote est public. Chacun vote. Et il y a un acte du ministre de l'administration territoriale de l'époque, Anzé Tungi, qui demande que dans le rapport, le procès verbal de l'adoption des délibérations, qu'on mette les raisons pour lesquelles chaque conseiller a voté oui ou non. Tu le sais? Donc il n'y a pas de vote à l'unanimité. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui veulent être candidats, aujourd'hui doivent savoir quelles sont même les missions du conseiller municipal ou du conseil municipal de la mairie. J'insiste que les gens connaissent les compétences transférées. Parce que si la décentralisation peine à donner des résultats, c'est parce que les gens sont maires et conseillers municipaux, mais ils pensaient que c'est une affaire où bon, on vient s'amuser. C'est pour ça que la loi dit que la session d'un conseil municipal dure 7 jours. Jamais nulle part au Cameroun, tu n'as vu une session qui a duré même seulement 48 heures. Ils viennent le matin, c'est convoqué pour 9 heures. Le préfet n'est pas encore venu. On ne sait pas pourquoi on attend le préfet. On n'a pas dit que le préfet est le président du conseil municipal. Ils viennent à 14 heures. C'est à 14 heures qu'on commence à chanter l'hymne. Et puis le même préfet vous dit que vraiment les lectures des rapports des commissions, là, ça me perd le temps. Faites donner à un conseiller, il fait le résumé, il me donne. Ce n'est pas pour toi. À la fin de 17 heures, on a fini. On vous appelle déjà par madame, il faut monter à la chambre 30 là-bas. Pour aller toucher l'indemnité. Porte 30, pas chambre 30. Chambre 30. Non, porte 30. Porte 30. Pas chambre 30. Pour aller toucher l'indemnité des sessions. Et tout le monde est d'accord de rentrer à la maison. On n'a pas regardé pourquoi on n'a pas construit l'école maternelle. On n'a pas regardé pourquoi on n'a pas construit la gare routière. On n'a pas regardé si notre programme de promotion des activités... Le préfet doit rentrer. Hein? Il doit rentrer. Le préfet n'a pas sa présence au conseil est un droit, elle n'est pas obligatoire. S'il est pressé, il part, il nous laisse travailler. Et c'est ce que j'avais fini par dire à Nassiri Béa, qui est gouverneur maintenant. Parce qu'il avait amené ça, je lui ai dit au conseil, monsieur le préfet, si vous êtes pressé, partez. Rentrez à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Vous avez seulement le droit d'être ici. Pas l'obligation. Voilà. D'accord. Donc, première chose, connaître ce que nous allons faire là-bas. Savoir que le président de la République nous a donné des missions en disant promotion des activités agricoles, pastorales, artisanales, piscicoles d'intérêt communal, appui aux micro-projets générateurs de revenus et d'emplois, nettoiement des rues, chemins, espaces publics, lutte contre l'insalubrité, la pollution, construction des écoles maternelles et primaires, et patati et patata. Je ne peux pas comprendre que depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, je connais un seul maire d'Orpriso, ancien maire de Douala Premier, qui a construit 5 écoles maternelles en 5 ans.
Je n'ai plus jamais vu un média conseiller. D'accord, c'est clair. Sur les missions des conseillers municipaux, on le disait. J'ai même vu un mec qui a dirigé pendant 15 ans sans mettre les gens à la CNPS. D'accord. Malapa, il dirige pendant 15 ans, n'a pas mis les gens à la CNPS. Voici son camarade. La session parlementaire s'ouvre donc le 10 mars prochain. Il se murmure, et des sources bien introduites indiquent qu'on pourrait avoir sur la table des députés des projets de modification de la Constitution. Les débats tournent autour de la création d'un poste de vice-président de la République. Certains médias sérieux ont d'ailleurs produit des articles là-dessus, comme Jeune Afrique et Consorts. On est en train d'aller vers la création de ce poste de vice-président de la République. Pour quel intérêt? Avant d'ouvrir la page de ce sujet, on va découvrir